Salut à tous, c'est Erkil pour pokerstrategy.com. Voici une vidéo théorique qui va avoir pour sujet le vol d'équité et la mise pour protection. On verra le lien qu'il y a entre les deux. Alors, j'ai fait cette vidéo suite à une requête qui a été faite par la communauté Sit and Go, suite à un de mes coachings où en fait j'expliquais que dans une certaine situation il fallait miser avec la main que l'on avait parce qu'on faisait perdre beaucoup d'équité à notre adversaire, même si on ne faisait pas de value ni de bluff, alors que si on avait une main un peu plus forte, mais pas suffisamment pour être en value, et autant pas en bluff, du coup, vu que la main est plus forte, il était moins intéressant de miser. Alors, à cause de ce concept de vol d'équité, de faire perdre de l'équité à notre adversaire. Donc ce concept a semblé assez nébuleux à une partie d'entre vous qui m'a demandé de faire quelque chose pour détailler ça. Donc voici la vidéo qui va expliquer tout ça. Je pense que c'est pas mal intéressant pour chacun d'entre vous de venir essayer de comprendre ce concept de faire perdre de l'équité, de voir l'intérêt de faire perdre de l'équité à notre adversaire et le concept de vol d'équité. Alors, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous conseille d'aller, si vous ne l'avez pas encore fait, regarder la vidéo que j'ai fait il y a maintenant pas mal de temps qui s'intitule Too Bet or Not to Bet et qui présentait les raisons de miser. Dans cette vidéo, j'expliquais que lorsque l'on fait une mise, quelle que soit la street, que ce soit pré-flop, flop, turn ou rivière, il fallait toujours savoir pourquoi on misait et que généralement, si on n'arrivait pas à trouver une bonne raison pour miser, c'est que l'on faisait une erreur en misant. J'ai expliqué aussi que le meilleur moyen d'éviter de se tromper, c'était d'éviter de penser en termes de protection et de plutôt penser en trois axes de raison de miser. Le premier, c'était la value, le second, le bluff, et le troisième, le vol de l'argent mort. Pour tous ceux qui ont regardé mes vidéos, qui suivent mes coachings depuis pas mal de temps, vous devez savoir que j'ai essayé de bannir le terme protection de mon vocabulaire lorsque je vous explique les choses. Non pas parce que je considère que c'est une erreur de miser pour protection, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais parce que souvent, lorsque quelqu'un pense miser pour protection, il risque de faire une erreur et est en fait en train de miser pour une mauvaise raison. Souvent, lorsque l'on pense protection, on pense mal. C'est un terme compliqué, c'est quelque chose qui demande beaucoup de concepts et je préfère donc éviter d'utiliser ce terme et plutôt parler en termes de bluff, value et argent mort. Nous allons voir ici dans cette vidéo que en fait ce concept de vol d'équité et ce qui va être une mise pour protection, je vous fais un spoil de la conclusion, va en fait être très rapprochable du concept de récupérer l'argent mort. Ça va être quelque chose d'assez semblable, c'est-à-dire lorsque si vous avez regardé la vidéo que je vous ai citée tout à l'heure, lorsque je vous disais de récupérer l'argent mort, c'est lorsque personne n'a suffisamment d'equity dans le pot pour dire que le pot lui appartient vraiment. Et donc on va miser pour le récupérer parce que notre adversaire va passer. C'est ce qui va se passer ici un petit peu. Nous allons voir cela tout de suite avec l'exemple que j'ai eu pendant mon coaching. Alors voici la situation. Donc nous sommes au bouton, nous avons paire de 8, c'est un début de sit and go, c'est les blinds 10-20, il y a un adversaire qui limp, les autres fold, la parole vient à nous, nous décidons de faire une relance d'isolation à 80. Notre adversaire paye, bon le montant n'est pas vraiment important, vu qu'on va pas s'en servir. L'autre adversaire décide de payer, et nous arrivons sur le flop roi 2-3. L'adversaire check, et j'ai décidé de miser moitié pot. Et c'est là que je vous ai dit, lorsque je mise ici, il y a une certaine part de value dans ce que je fais, mais il y a surtout une part de faire folder une partie d'equity à mon adversaire. Et je vous ai dit que si j'avais paire de dames, j'aurais beaucoup moins de raisons de miser, peut-être même contre certains adversaires, la mise serait une erreur, alors que la mise à paire de 8 sera rarement une erreur dans ce genre de situation. Sera beaucoup plus difficilement une erreur dans ce genre de situation. C'est ce que je vais tâcher de vous expliquer dans cette vidéo. Pour
faire ma démonstration, vous expliquer ça de manière assez simple. Je vais répartir la range de mon adversaire, je vais diviser la range de mon adversaire en 3 parties. Alors, on va imaginer, alors pourquoi c'est cette couleur, je ne sais pas, voilà. On va imaginer que mon adversaire a limp call avec cette range-ci. Donc, des petites pocket pairs, quelques suited connectors, une bonne partie de ses Broadway, un petit peu plus de Broadway suited, quelques bons as, et quelques as suited, un petit peu plus. Donc, bon, des as suited haut, des as suited bas. Ok, on va considérer ça. Je vais pas parler de profil adversaire ou quoi que ce soit. Ce qui est intéressant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de définir les ranges en fonction du profil. Ce qui est intéressant, c'est de prendre une range type et d'essayer de voir pourquoi une mise avec paire de 8 est beaucoup plus intéressante qu'une mise avec paire de dames. Et de cette manière, vous montrer ce qu'est une mise pour faire perdre de l'équité à mon adversaire. Donc ici, si je prends cette range-ci, je vais donc la répartir en 3 ranges différentes, comme je vous disais. La première de ces ranges, ça va être la range contre laquelle j'ai très peu d'équité. Donc ça va être tout ce qui a top pair ou un brelan. Donc si je prends cette range-ci, on se rend compte que elle va contenir 47 combos. Et contre cette range, j'aurai à peu près 8% d'equity. Donc la range 1, lorsque mon adversaire a top pair au plus, j'ai 47. Il a 47 combos et il a 92% d'équité. J'ai 8%, il a 92, donc on va prendre surtout l'équité de notre adversaire. Et donc ça, c'est ce que j'ai avec paire de 8, le 47 combos. Et si je prends la même situation avec paire de dames, je vous demande de me croire, vous pouvez le faire sur Equilab si vous voulez aussi, il va avoir 42 combos, parce que il y a moins de combos de roi dame, tout simplement. Maintenant, nous allons regarder la deuxième range. Alors, on va annuler la section de couleurs. Et cette range sera la range qui va contenir 2 overcards. Donc ça va être cette range-ci, les bons as, les Broadway, et c'est tout. Donc cette range-ci, si je fais le même travail que tout à l'heure, on se rend compte qu'elle va contenir 144 combos, et qu'en moyenne, chacune des mains aura 27% d'equity contre ma paire de 8. Dans cette range. Si je prends paire de dames, cette range va être nulle. Parce que paire de dames, il n'y a aucune main qui peut avoir 2 overcards contre paire de dames ici. Donc elle va contenir 0 combo. Enfin, la troisième range que je vais prendre, ça va être la range qui est complètement dominée par ma main. Donc ça va être As8, tout ce qui contient 8, toutes les pocket pairs en dessous, et tout ce qui contient 2 cartes en dessous. Donc ça va être la partie dominée de la range de mon adversaire. Cette partie, lorsque j'ai paire de 8, va contenir 54 combos. Elle va avoir 12% d'equity contre moi. Et lorsque j'ai paire de dames, par contre, il va y avoir 135 combos de mon adversaire qui vont être dans ce cas-ci, vu que je domine une plus grosse part de ce range. Tout ce qui est valet 10, par exemple, aura beaucoup moins d'equity que contre paire de 8. Ce que nous allons faire maintenant, c'est regarder dans chaque cas, donc si mon adversaire a une paire au-dessus de moi, s'il a 2 overcards ou s'il a une paire en dessous, ou s'il a juste 3 outs, nous allons regarder combien je gagne ou combien je perds en faisant une mise, en faisant ma mise moitié pot. Alors, si... Désolé, je vais me tromper de slide. Donc lorsque mon adversaire a touché top pair, je vais étudier que le cas où, enfin top pair au mieux ou un brelan, je vais étudier que le cas où il me colle, parce qu'il va jamais folder. Donc je pourrais le faire aussi, mais ça n'a pas d'intérêt, donc je vais pas le faire. Alors le pot, lorsque j'aurais misé moitié pot, donc on va dire que le pot fait 2. Lorsque je mise moitié pot, je mise 1. Donc notre part du pot, c'est, vu que le pot total fera 4 une fois que mon adversaire m'a payé et qu'il me reste 8% d'equity sera de 0,32. C'est-à-dire, sur un pot de 4, j'ai 0,32 qui m'appartiennent. Si c'est des dollars, par exemple, si le pot fait 4 dollars, j'ai 0,32 dollars qui m'appartiennent. Pourquoi? Parce que je suis pas mort. Il me reste encore des outs. Je peux toucher un 8, par exemple. En fait, je peux toucher un 8 et c'est quasiment tout. Et ce qui fait qu'une certaine part du pot continue à m'appartenir.
Tant que je n'ai pas foldé, ça m'appartient. C'est possible que je m'améliore, que je passe de mon adversaire et que je gagne. Donc tant que je ne folde pas, et on va considérer que mon adversaire ne relance jamais, pour simplifier les calculs, j'ai cette part d'équité qui m'appartient, donc j'ai cette part du pot qui est à moi. Donc au final, j'ai misé 1, il me reste 0,32, et donc j'ai une perte, après avoir misé, de 0,68 dans ce cas-ci. C'est important de bien comprendre ça. Maintenant, lorsque on se trouve dans le cas 2, que mon adversaire a 2 overcards, s'il fold, il va perdre de l'argent. Parce que une certaine part du pot lui appartenait. Il avait 27% d'equity, ce qui veut dire que 27% des deux, on va toujours prendre un pot de 2, lui appartiennent. Donc en passant, il perd la chance de gagner cette part du pot, et il perd donc 0,54, c'est-à-dire 27% x 2. Donc ça fait 0,54. Donc il a une perte de 0,54 lorsqu'il fold, avec ses 2 overcards. Mais lui, il ne le sait pas, ça. Il ne sait pas qu'il perd autant parce qu'il ne sait pas que j'ai perdu 8. Donc il ne peut pas coller avec Dame 10 en me disant ouais, je perds 0,54. Dans le cas où il colle, le pot va faire 4. J'ai misé 1, il a payé 1. Sa part du pot, donc c'est 27% de 4, ça va être 0,64. Donc au final, il perd 1 moins 0,64, c'est-à-dire 0,36. Donc on se rend compte que lorsque mon adversaire a 2 overcards par rapport à mon pocket pair, et qu'il me colle, il perd 0,36. Ce qui est important de remarquer ici, c'est qu'en faisant une mise moitié pot, si mon adversaire passe 2 overcards, il perd plus que s'il avait collé. C'est-à-dire là, si mon adversaire me colle avec hauteur dame, si la dame valet, ça lui coûte moins cher que s'il fold. Dans tous les cas, il perd de l'argent, mon adversaire. D'un côté, parce qu'il perd son equity, c'est le cas ici. Mon adversaire perd de l'equity, il perd sa part du pot, la probabilité qu'il a de gagner d'ici la rivière. Il perd 0,54. Si mon adversaire colle, il perd parce qu'il est derrière moi et je lui fais faire une erreur en le faisant coller. Donc il colle alors qu'il n'a pas la cote. Donc il fait une perte. Mais dans tous les cas, il a une perte. Et on se rend compte, ce qui est important, c'est que mon adversaire a une perte plus grande lorsque il fold que lorsqu'il colle. Je fais faire donc une plus grosse erreur en misant et en faisant passer mon adversaire lorsqu'il a une main qui a 2 overcards contre moi, que l'erreur qu'il ferait si je check, ou s'il me collait. Si je check, il ne fait pas l'erreur. Le troisième cas, la troisième range, contre sa troisième range, lorsque mon adversaire passe, le pot fait 2, il paye 0, sa part du pot est de 0,24, vu qu'il y a 12% d'equity, donc 12% x 2, la taille du pot, il perd 0,24. Ce qui est beaucoup plus faible que ce que je perds moi, on remarque ici, lorsque je mise et que mon adversaire me bat. Et s'il colle, bien sûr, il va perdre beaucoup parce qu'il est très loin derrière. Donc lorsqu'il colle, le pot fait 4, il a payé 1, sa part n'est que de 0,48, donc il perd 1 moins 0,48, 0,52. On remarque qu'il fait une moins grosse erreur, par contre, que si c'est moi qui avais misé alors qu'il était devant. On remarque aussi qu'il fait une moins grosse erreur en collant alors qu'il a peu d'outs que si il fold, c'est parce qu'il a lorsqu'il fold beaucoup d'outs. Dans le cas avec les 2 overcards bien sûr. Donc ça, attention, tous ces calculs-ci dépendent de la taille du pot. On se rend compte que ce qui est important c'est la mise, vu qu'ensuite on retranche la part à la mise pour voir combien il y a de gains ou de pertes, et le pot total, pour voir la part. Le pot total permet de calculer la part. Donc la taille de la mise est importante. Dans les cas où on fait cette mise, on a ces pertes-ci. Maintenant, ce que nous allons faire, ce qui est intéressant, ce qui est le but de ma démonstration, c'est de voir quelle est la différence d'equity si je mise lorsque j'ai paire de 8 par rapport à si je mise lorsque j'ai paire de dame. Donc on va calculer l'equity du bet dans les différents cas, dans les deux cas. Alors, pour cela, je vais considérer que lorsque je mise, vilain va folder tout ce qui n'est pas top pair. Il va continuer dans sa main qu'avec top pair. Bon, vous allez me dire, contre certains adversaires, dans certains cas, c'est un peu optimiste. C'est pas grave. Parce que, imaginons par exemple mon adversaire a As-2 ici, et que je mise, il me paye, donc il va faire une grosse erreur,
il perd 0,52. Mais que j'ai paire de 8 ou paire de dames, en fait, il fait la même erreur. Et l'intérêt de mon exposé ici, c'est de voir la différence entre paire de 8 et paire de dames. Donc, c'est pas trop grave si je fais une erreur en supposant que mon adversaire fold un As-2 par exemple. Ça a vraiment aucune incidence vu que ça, dans les deux cas, ça a le même effet. Donc ça, on s'en fiche un petit peu. Il y a quelques erreurs qui sont faites, mais pas suffisantes pour que l'exposé ne soit pas juste. Alors, donc on reprend là où on en était. Nous avons misé moitié pot, nous avons eu ici combien? Donc ici, on se rappelle bien que le moins 0,68 c'est ce que nous perdons, alors que dans les autres cas, parce que j'ai voulu vous montrer ce qu'on perd lorsque l'on fait l'erreur de miser que l'on est derrière, ici ce sont les erreurs de mon adversaire, il faut bien faire attention à ça, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Et donc pour calculer l'equity de la mise, je vais tout simplement regarder combien je perds dans chaque cas, enfin je vais pondérer chaque perte par la probabilité que ça arrive. Donc en fait, je perds 0,68 dans 47 cas, pendant que dans 108 cas, je vais gagner 0,54 parce que je fais folder l'equity de mon adversaire, et que dans 43 cas, je gagne 0,24 parce que je fais folder les quelques restes d'équité qu'il a mon adversaire avec son As-2 par exemple qui a 5 outs, ou sa paire de 7 qui a encore 2 outs. Donc ici, je fais la somme de ces trois termes. Donc, un côté, mon terme de perte, ce que je perds lorsque je mise et que je suis derrière. De l'autre côté, mes termes de gain, parce que je suis faisant folder mon adversaire. Et on se rend compte que je vais gagner 36,68. Donc, en faisant ma mise moitié pot dans cette situation, je vais gagner 36,68 d'équité, de V. Mon EV sera de 36,68. Lorsque j'ai paire de 8. Maintenant, lorsque j'ai paire de dames, mon terme de perte est ici, il est très peu changé, il a 42 combos. Le terme où je fais folder 2 overcards est inexistant vu qu'on a vu que ça n'y avait pas ce cas-ci. Et le terme où je fais folder un tout petit peu d'écoutier à mon adversaire, par contre, est très présent, c'est dans 135 cas, je vais faire perdre un tout petit peu d'écoutier à mon adversaire. Au final, dans cette situation bien précise, la mise sera quand même EV+, parce que même si ça me coûte beaucoup plus cher lorsque je mise et que je suis derrière par rapport à lorsque je mise et que je suis devant ce que je gagne, le fait que ça arrive beaucoup plus souvent fait que au total ça sera positif. C'est à cause des ranges que j'ai choisis. Dans certains cas ça sera positif, dans certains cas ça sera négatif. Ce que je veux vous montrer ici surtout, c'est pas que ce soit positif ou négatif, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Cette différence est due au fait que dans un cas, je vais voler beaucoup d'écoutiers à mon adversaire. C'est vraiment ça la grosse différence entre ces deux situations. Ce qui justifie cette grosse différence de V entre les deux cas. Une petite note pour les joueurs de sit and go. Vous savez en sit and go que l'argent perdu vaut plus cher que l'argent gagné. Donc en théorie, le terme ici devrait être diminué. Donc en plus, en sit and go, si je prenais cette situation exacte, si je fais un calcul non pas en jetons, parce que ça c'est un calcul en jetons, j'ai jamais fait intervenir l'equity des stacks, jamais fait intervenir le factor bull. Lorsque je suis en sit and go, vu que ce terme est très faible, il va souvent s'agir d'une perte en fait. Parce que ce que j'ai négligé ici va rendre souvent mon move négatif. Il faut garder ça à l'esprit, mais c'est pas très important. C'est un petit plus. Ce que l'on va voir maintenant, parce que ce qui est important ici, c'est que c'est la différence entre ce que je perds d'un côté et ce que je gagne de l'autre. Ce que l'on va voir maintenant pour bien se rendre compte de ça, c'est ce qui se passerait si sur ce flop je faisais une grosse mise. Pour simplifier les calculs, après vous pouvez vous amuser à faire la même chose en faisant des choses moins extrêmes, mais pour simplifier les calculs, je vais faire un bet à taille du pot, à la place de moitié pot. Alors, lorsque je bet pot, je refais le même calcul. Les différences sera que, à la place de miser 1 pour gagner et que le pot fasse 4 après la mise, je vais miser 2 et le pot fera 6 après la mise, parce que j'ai mis 2, le pot fait 2, mon adversaire paye 2, donc le pot fait 6. Je refais tout le calcul, je vous le redétaille pas, mais si vous avez pris des notes ou si vous reculez un peu la vidéo, vous pouvez revoir le détail et refaire ce calcul, et vous verrez que lorsque je suis derrière, je perds 1,52 maintenant, et pas 0,60 quelque chose. Lorsque
j'ai 2 overcards, lorsque mon adversaire pardon, a 2 overcards, on se rend compte que lorsqu'il fold, ça va être pareil. Lorsqu'il fold, il va perdre la même chose, vu que lui, de toute manière, dans tous les cas, il avait la même équité. Et il ne réinvestit pas d'argent dans le pot. Donc que je mise 1, que je mise 2 ou que je mise 18, il paye la même chose. Ce qui est important de voir, c'est qu'il perdait 0,36 lorsque je misais en faisant moitié pot. Lorsque je fais pot, il perd 0,38. Et qu'il me colle, hein, je parle. Lorsqu'il me colle, il perd 0,38. Il y a une très petite différence. Pourquoi? Parce que au final, vu qu'il a 27% d'equity, il y a une grosse part de ce que je mise qui lui appartient aussi. Et une grosse part de ce qu'il investit lui qui lui appartient aussi. Donc la différence va être très faible. La grosse différence, et non, on va continuer avant de parler de la grosse différence. Le dernier point, c'est si mon adversaire fold. Donc ici, je l'ai pas calculé. Hop, on va l'enlever. Si mon adversaire fold, il va perdre lorsque je suis loin devant, lorsqu'il a par exemple paire de 6 et qu'il décide de folder, ou lorsqu'il a As-3 et qu'il décide de folder, il va perdre la même chose encore une fois, parce que je mise 2 ou que je mise 18, il perdra pareil, avec ses mains-ci, ses mains qui sont fortement dominées. De tous les cas, il n'investit pas plus d'argent, donc quelle que soit ma mise, il perd pareil. S'il collait, il ferait une beaucoup plus grosse perte, mais il va pas coller avec ses mains. Donc c'est là que je suis en value. C'est s'il me colle avec ses mains, je serai en value. Et en faisant pot, je ferai beaucoup plus de value. Mais ici, on considère qu'il ne colle pas avec toutes ses mains, donc on ne fait pas de value. Donc si on refait le calcul des equity, je refais ces mêmes calculs en ayant remplacé donc ces valeurs-ci. On se rend compte que dans le cas où je mise avec paire de 8, cette fois-ci je suis légèrement négatif. Et lorsque je mise avec paire de dames, je suis très négatif. Parce que ça me coûte tellement cher lorsque je fais l'erreur de miser alors que mon adversaire est devant, que tout ce que je lui fais passer n'a plus assez d'importance pour justifier ma mise. C'est bien ça qu'il faut se rendre compte aussi. C'est que pour que ce soit intéressant de faire perdre de l'équité à mon adversaire, il faut que ça me coûte relativement peu cher. Après, ça va être une question de range. C'est sûr que si mon adversaire a 2 combos de call et que je lui fais passer 200 combos qui ont 30% d'equity, même si ça me coûte très cher, ça va pas être grave. Parce que je lui ferai folder 100 fois plus. Donc ça peut me coûter 100 fois plus cher et ça sera EV neutre. Mais ça sera rarement le cas. On va être plus souvent dans des cas comme ceci avec une répartition un peu plus homogène des différents cas. Voilà, pour conclure, je dirais que lorsque l'on fait une mise, lorsque dans ces cas-ci, je parle des cas où c'est vraiment quasiment ce qu'on appelait à l'époque des spot way ahead, way behind. Donc soit le roi, mon adversaire a le roi, soit il a une paire en dessous, soit il a le roi et je suis mort, soit il a une paire en dessous et il est mort. Ce qui n'est pas vrai parce que donc comme je vous l'avez vu, il y a Dame Valet par exemple qui n'est pas dans ce cas-ci. Et dans ces cas-ci, lorsque mon adversaire a par exemple lorsqu'il est loin devant, je fais une grosse perte parce que ce que je mise va me coûter beaucoup trop cher par rapport à ce que à l'equity que j'ai dans le pot. Lorsque mon adversaire est derrière, je fais un tout petit gain parce que il a une toute petite part du pot, donc ce que je lui fais passer, c'est faible au final. La perte que je fais lorsque vilain est loin devant est proportionnelle à la taille de la mise que je fais. Si je fais une petite mise, ça va être une petite perte. Si je fais une très grosse mise, ça va être une très grosse perte. Et enfin, le cas qui nous intéresse le plus, le cas où on parle de faire perdre de l'equity à notre adversaire, c'est lorsque vilain passe de nombreux outs. Et dans ce cas-ci, je fais un bon gain. Si on compare par rapport à la perte que je faisais lorsque je fais moitié pot, donc c'est vraiment dans cet exemple, je ne vais pas dire qu'à chaque fois c'est la même chose, qu'à chaque fois que je vais perdre 6 outs à mon adversaire, ça va être le gain que j'ai, mais dans ce cas-ci, avec l'exemple que j'ai pris, lorsque j'étais loin devant, j'avais une perte, lorsque mon adversaire était loin devant, pardon, j'avais une grosse perte. Lorsque mon adversaire était loin derrière, je gagnais 35% de ce que je gagnais dans le premier cas, lorsque j'étais loin derrière. Et lorsque je faisais perdre 2 overcards à mon adversaire, je gagnais 80% de ce que je perdais lorsqu'il était loin devant. Donc on se rend compte qu'avec ma main qui est à peine devant, enfin qui va gagner dans 3 fois sur 4, je vais faire perdre 80% de ce que je perdrais lorsque mon adversaire est loin devant. C'est ça qui est très important ici. Et qu'il faut retenir, c'est que, et du coup,
on voit bien la différence entre les cas où j'ai possibilité de faire passer de nombreux out à mon adversaire, donc dans ce cas-ci c'était lorsque j'ai paire de 8, et les cas où c'est impossible, donc lorsque j'ai paire de dames, où je vais jamais faire perdre de nombreux out à mon adversaire. On a vu aussi que on faisait faire une plus grosse erreur dans ce cas-ci à notre adversaire lorsque il ne collait pas avec ses deux overcards, et qu'on faisait une mise moitié pot, on lui fait faire une plus grosse erreur que s'il le collait, et donc on fait un plus gros gain d'argent. Et vous savez, oui, parce que vous savez qu'au poker, faire une erreur à notre adversaire, c'est faire un gain d'argent. Donc c'est vraiment important. Bon, c'est pas toujours vrai en sit and go, mais c'est assez vrai, et c'est toujours vrai en cash game. Lorsque je fais faire une erreur à mon adversaire, je fais un gain d'argent, donc lui faire faire cette erreur de folder alors qu'il a la cote, c'est une question de cote, il a la cote pour coller en théorie. Si on considère que je miserai pas turn, il a la cote, et c'est ce qui se passera souvent, si je mise ici ce flop, je miserai rarement turn. Je lui fais faire une grosse erreur, et je fais un gain d'argent. Voilà. Donc si on veut parler de mise pour protection, vu qu'on parlait aussi de mise pour protection, ça va être dans ces cas-ci. Je vais le mettre en différence de lorsque je fais la protection pour value. Beaucoup de joueurs pensent que je suis en protection lorsque par exemple j'ai un board très connecté et que mon adversaire est à tirage, que je bête et qu'il colle. J'ai pas de protection au final. Je ne fais pas perdre d'équité à mon adversaire. J'ai fait de la value. C'est une erreur de dire que là je suis en protection. Et c'est une erreur qui souvent va nous coûter cher contre des adversaires agressifs. Par exemple, on risque de se faire check raise, et si on a fait une mise pour protection avec une main trop faible qu'on ne peut pas supporter check raise, on doit perdre notre equity, et finalement nous avons fait une erreur. Nous faisons pas non plus une protection lorsque nous sommes en bluff, donc lorsque par exemple sur ce board j'ai rien, que mon adversaire a As-2, bah j'ai fait un bluff, j'ai fait passer une meilleure main, c'est pas de la protection, c'est j'ai fait un bluff. Mais là avec paire de 8, on peut pas parler de bluff parce que j'ai la meilleure main, on peut pas parler de value parce que je vais pas payer une moins bonne main. On parle donc de protection parce que j'ai réussi à faire passer mon adversaire alors que c'est une erreur. Alors que il avait l'equity pour venir me coller. Voilà les cas où j'aime bien parler de protection. Je parle de protection parce que je fais folder mon adversaire alors que le call lui aurait coûté moins cher. Voilà vraiment, pour moi, une bonne mise pour protection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien compris ce concept et l'intérêt de faire folder une part d'equity avec notre adversaire, qui va à l'encontre de ce que l'on va avoir de temps en temps, qui est d'essayer de profiter de notre showdown equity. Lorsque l'on va checker par exemple sur ce flop avec un paire de 8, c'est parce que l'on veut profiter de notre showdown equity. Donc c'est l'inverse, c'est l'opposé. Au lieu de profiter de ma showdown equity, je veux profiter de toute l'équité que je peux faire perdre à mon adversaire, parce qu'il y a encore beaucoup d'améliorations possibles. Et je vous invite à bien faire attention lorsque vous checkez sur les flops, avec une main relativement faible par rapport aux mains par rapport à la range de mon adversaire. Lorsque mon adversaire a encore beaucoup de possibilités de s'améliorer avec des mains que je pourrais faire passer, je vous invite à essayer de faire ces calculs que je vous ai présentés là, pour voir si au final, une mise était pas meilleure qu'un check, parce que on faisait faire plus souvent une perte à notre adversaire, même si elle est moindre, que la perte que l'on fait lorsque notre adversaire nous colle et qu'il est devant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à nous dire si vous avez besoin d'une vidéo pour, comme c'était le cas là, pour vous expliquer les concepts. On se fera un plaisir de vous les faire. C'était Arkil pour pokerstrategy.com. Je vous souhaite une bonne chance au table et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.